Bienvenue à Abidjan. La perle des langues a été, du 9 au 14 juin 2025, le cœur battant de la science francophone. La capitale économique ivoirienne a accueilli la deuxième édition de la conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones. Une cinquantaine de journalistes venus de tout le continent se sont réunis autour d'un défi commun: mieux informer face aux crises sanitaires et environnementales. Le choix du réseau mondial des journalistes scientifiques s'est porté sur la Côte d'Ivoire pour accueillir la seconde édition de cette conférence mondiale et sur notre institution, l'UFHB, cadre de cette grande activité. Nous nous en réjouissons et nous vous disons grand merci. Je déclare ouverte la deuxième conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones et je vous remercie. Merci. Au centre des échanges, le concept Une seule santé, One Health, défendu par le réseau des journalistes scientifiques africains francophones et son président Koussi Balaou pour penser ensemble la santé humaine, animale et celle de notre planète. La première édition de cette conférence s'est tenue en 2022 à Dakar et elle avait réuni 55 journalistes qui sont venus de 21 pays francophones. Et après cette conférence, nous avons lancé des bourses d'enquête pour les journalistes. Nous avons organisé un atelier de formation au Cameroun. Nous avons également organisé des séries de webinaires. Et cette fois-ci, nous nous retrouvons pour la deuxième édition de cette conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones autour du thème Une seule santé. Au sortir de ce week-end de fête musulmano-chrétienne, j'ai pris le Tout-Puissant d'accorder à chacun et à chacune des dons de science pour le bien du monde. À tous les participants à cette deuxième conférence mondiale des journalistes francophones, ceux issus d'ici, comme ceux venus d'ailleurs, je souhaite d'excellentes assises, riches en échanges, en idées et en perspectives. Je suis très fier de savoir que cette conférence mondiale, la deuxième, ait lieu à Abidjan, la ville où je vis et que j'apprécie énormément, et où je pense que justement des échanges tels que ceux que nous allons avoir aujourd'hui sont très possibles et propices et aussi se reflèteront sur l'ensemble de la région d'Afrique francophone. Je suis aussi fier d'y voir associer l'association suisse de journalisme scientifique, donc de voir mon pays participer à cette conférence et même y avoir un rôle très actif. Merci beaucoup à l'association suisse. Ministres, chercheurs, communicants, tous se sont retrouvés autour de panels riches et percutants. Zoonose, biodiversité, santé publique, autant de sujets décisifs pour l'avenir de nos sociétés. Écoutez, les écosystèmes normalement sont en équilibre. C'est-à-dire les écosystèmes fonctionnent, fournissent des services écosystémiques. Donc l'homme va s'y approvisionner. Approvisionnement pour la recherche du bois, par exemple, pour les forêts, la recherche de gibier, de fruits, tout ce qu'on veut. Malheureusement, dans la politique de développement, pour nos pays surtout, c'est l'agriculture. Donc on a fait la déforestation pour faire l'agriculture, pour aussi l'urbanisation, pour tracer les routes. Et donc ces différentes actions humaines-là déséquilibrent l'équilibre naturel qui existe entre les prédateurs et leurs proies naturelles. Et donc quand ce déséquilibre-là intervient, qu'est-ce qui va se passer? Il y a certains animaux opportunistes qui vont prendre le dessus sur ceux qui n'ont pas pu résister. Et le faisant, malheureusement, ce sont les animaux qui sont des porteurs des hôtes, des organismes qui causent des pathologies aux hommes. C'est pour ça qu'on parle des zoonoses qui malheureusement se développent, notamment les rongeurs et tout ça. Et donc le fait que la forêt ne constitue plus une barrière entre les animaux sauvages et les hommes, et que désormais les hommes ont accès ou sont en contact fréquent avec ces animaux-là, ben, la transmission se fait donc de l'animal à l'homme et ensuite de l'homme à l'homme. Et bon voilà, survient donc les pandémies, les épidémies. Il faut arriver au changement
changement de comportement, va arriver à un minimum d'investissement pour pouvoir protéger nos enfants qui constituent vraiment l'avenir de l'Afrique, la force vive de l'Afrique. Ils ne devraient plus mourir par amour pour les animaux. Parce que ces enfants-là, c'est ceux-là qui donnent à manger au chien, c'est celui qui lave le chien, c'est celui qui porte le chien à la vaccination et malheureusement qui est victime de l'animal pour l'excès d'amour qu'il a pour cet animal-là. Pour sortir des salles, une immersion inédite au parc national du Banco, véritable joyau vert au cœur d'Abidjan, où biodiversité rime avec santé environnementale. Les arbres ici ont été plantés dans les années 30 dans l'arboretum à cause de l'école forestière qui a été créée depuis 1937. Donc c'était pour permettre à ces élèves-là d'apprendre un peu sur le terrain. Et depuis 1953, ils ont décidé de ne plus couper d'arbres, de laisser tout naturellement. Table pour fabriquer aussi des meubles très solides. Et les chimpanzés utilisent ce table-là pour se communiquer. Très souvent en forêt, lorsqu'il y a un danger, le mâle dominant des chimpanzés cherche un arbre comme ça et vient rapidement taper. Dès qu'il commence à taper, il pousse des cris. Et les autres savent de quoi il veut parler. Immédiatement, ils commencent à se regrouper et continuer leur chemin tranquillement. Donc ici, ce table-là, c'est le aguya. Aguya, c'est un arbre un peu particulier de nos forêts. Comme vous pouvez le constater, les fruits qui poussent directement sur le tronc de l'arbre. Et à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a d'autres peuples qui utilisent ce table-là pour fabriquer des masques. Parce qu'ils disent que c'est un arbre sacré. Et on utilise ce table aussi pour fabriquer les tam-tams, les pirogues et les moitiés. Et ils soignent aussi l'éléphantiasis, ce qu'on appelle communément les pieds d'éléphant. Et c'est grâce à l'éléphant qu'il arrive à repousser. Et sans l'éléphant, c'est très difficile de repousser. Et lorsque l'éléphant mange ces fruits-là, la chaleur qui se trouve dans le ventre de l'éléphant permet à un os se fragiliser. Donc lorsqu'il fait son déchet, ça repousse très vite. Et comme dans le parc national du Banco, nous n'avons pas d'éléphant, c'est très difficile à ces arbres-là de germer encore. Mais vous, comment vous faites pour conserver cet arbre? Ça, c'était déjà là. Donc du coup, ils ont protégé, mais dans la forêt, ça ne va plus repousser comme avant. Parce qu'il n'y a plus d'éléphants ici. Et il y a des graines à l'intérieur qui sont très dures, qui ont aussi besoin de la chaleur de l'éléphant pour pouvoir vite repousser. Et comme dans le parc national du Banco, nous n'avons pas d'éléphant, ils ont pris la noix et ils ont fait chauffer. Et ils ont fait une expérience et l'expérience a réussi. C'est pour ça que vous voyez dans cet espace qu'ils ont planté plus de ces mêmes arbres-là. Et il y a des endroits dans la forêt où on rencontre encore ces arbres. Donc ça veut dire qu'il y a eu présence d'éléphants dans la forêt, mais qui ont disparu. Et on utilise aussi ces fruits-là, pour fabriquer l'huile de macoré, qui est très bon pour la peau et qui est comestible aussi. Alors tout commence par l'environnement. Je veux dire, on peut être en bonne santé si on en a un mauvais environnement, mais un environnement qui n'est pas en santé, on ne peut pas avancer. Alors, l'environnement, c'est donc la clé. On s'est mis pendant des années à couper nos forêts pour des besoins économiques. Il est temps, depuis longtemps, de prendre conscience. Mais si on en prend conscience aujourd'hui, tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, nos forêts sont devenues des plantations. Alors, actuellement, on dit oui, une zone forestière, mais ce n'est plus la forêt, ce sont les plantations. Alors moi, ça tombe bien, ma spécialité étant l'agroforesterie, c'est de faire en sorte que la forêt reprenne sa place et reprenne son pouvoir. Dans une plantation, quand vous n'avez pas d'arbres, vous voyez bien que le soleil frappe la population, le sol, les plantations, les cultures ne poussent pas. Mais quand vous introduisez l'arbre, vous voyez ici, on n'entretient pas de forêt, hein. Personne ne vient entretenir la forêt. L'arbre seul, tous ces arbres seuls entretiennent. Donc quand vous mettez l'arbre à l'intérieur de votre plantation, c'est votre meilleur compagnon. C'est celui qui vient et qui va assurer tout le système de régulation, de restauration et qui va permettre à la plantation de ne pas être seulement une plantation, mais d'être ce qu'on appelle une agroforêt. C'est-à-dire je fais de l'agriculture, mais en même temps, je restaure de la forêt. Ok? Donc, l'agroforesterie, c'est de faire de l'agriculture un peu plus intelligemment. On dit qu'on retourne à la nature, mais on n'est pas là pour jouer le rôle de la nature. On met l'arbre et c'est l'arbre qui va décider. Comment est-ce que je répartis l'eau? Qu'est-ce que je laisse passer? Comment est-ce que je donne? Parce que l'arbre va puiser l'eau en bas, très profond, il emmène aux cultures. L'arbre fait tomber ses feuilles pour que la fertilité du sol soit meilleure. L'arbre va couvrir, parce que s'il y a des animaux qui aiment les arbres, comme les oiseaux, ils vont venir se nicher dedans, faire leur petit nid. L'arbre va faire ceci, l'arbre va faire cela. Donc l'arbre, aujourd'hui, dans
la plantation dans le champ, c'est la meilleure solution. Ce n'est pas à nous encore de venir chercher une façon de planter meilleure. C'est juste d'imiter la nature, certes, on parle d'agroécologie, mais surtout d'agroforesterie, où l'arbre prend sa place et sans entretien, restaure le milieu. Seulement, mais nous on est à côté, on regarde et il restaure le milieu. Entre débat de fond, expérience de terrain et engagement concret, la conférence 2025 aura placé l'information scientifique au cœur des priorités. Un rendez-vous marquant pour un journalisme francophone plus engagé, plus rigoureux, plus essentiel que jamais.